Après 47 ans de pouvoir, le MPLA peut-il se maintenir? L'UNITA a-t-il les moyens de provoquer la première alternance politique depuis l'indépendance dans le pays? Pour en parler, nous recevons la journaliste pour le site Afrique 21, Augusta Conquilia. Bonsoir et merci d'être avec nous. Le scrutin est désormais terminé. Quand est-ce que les premiers résultats seront annoncés? D'après le président de la Commission nationale des élections, les moyens mis en place, les moyens techniques mis en place permettront un décomptage rapide. Donc on pense que vers vendredi, samedi, il y aura des tendances, mais c'est peut-être optimiste. Pourquoi cette élection est présentée comme l'une des plus disputées depuis l'indépendance en 1975 en Angola? En effet, ça se joue beaucoup sur le personnage du président de l'opposition, d'Alberto Costa Junior, qui est une figure assez nouvelle dans le cadre de ce que l'UNITA a pu présenter jusqu'à présent, étaient des gens plus âgés et puis plus impliqués directement dans la guerre, ce qui pouvait susciter quelques réticences. Ce n'est pas son cas, il était représentant au Portugal, donc il a un peu échappé à cette période. Et ça peut avoir joué, notamment dans un contexte de crise économique, mais qui n'est pas unique à l'Angola. D'abord, tous les pays producteurs de pétrole ont vécu des années difficiles avec le pétrole à 38 dollars le baril, et bien évidemment, mais aussi la crise générale du Covid, etc. Donc la question économique est à l'ordre du jour, mais pas qu'en Angola. Elle n'est pas due nécessairement à une mauvaise gestion des affaires en Angola même, d'autant que les institutions financières internationales ont l'air de dire que les bonnes mesures ont été prises et que maintenant, avec la reprise aussi des cours du pétrole, la situation peut s'améliorer sensiblement. La jeunesse a particulièrement été courtisée lors de la campagne électorale. Pour quelle raison? Bon, d'abord, la jeunesse constitue, en termes démographiques, un grand bataillon de potentiels électeurs. Elle n'a jamais été probablement la plus présente dans l'histoire, comme partout d'ailleurs, mais le fait qu'on lui présente un avenir aussi radieux, disons, voilà, l'alternance voudra dire pour vous plus de travail, des salaires plus élevés, une assistance plus efficace, etc. Donc ça peut avoir mobilisé les gens. Et puis, évidemment, quand on répète à longueur de journée que il y a un parti qui reste au pouvoir aussi longtemps et qui donc c'est de sa faute, instinctivement on se considère comme étant logiquement près du parti de l'opposition qui constitue l'opposé. Justement, après 47 années de pouvoir, João Lourenço, le président sortant et le MPLA, dispose-t-il des moyens de l'emporter lors de ce scrutin? Le MPLA? Le MPLA. Ben, disons que ce n'est pas facile pour l'UNITA non plus, même s'il a apparemment un moment très favorable au point de vue aussi de la vision qu'on en fait dans le monde entier, parce qu'il y a cette question de l'alternance est soulevée dans tous les médias internationaux sur un ton positif et disant c'est l'espoir des Angolais. Donc évidemment, il se sent presque autorisé à considérer que c'est son tour, au-delà de résultats réels. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a toujours entre les deux partis quelques 30% d'écart par rapport aux dernières élections. Donc l'UNITA pourra probablement avancer, mais est-ce qu'il pourra vraiment faire ce saut-là en si peu de temps? En ce qui concerne le MPLA, le parti au pouvoir, a-t-il connu une perte de vitesse ces dernières années en Angola? Ben oui, après l'élection de João Lourenço en 2017, il y a eu une exposition, si on peut dire, publique des dégâts qui ont été faits par une corruption endémique, donc que João Lourenço a essayé de contrôler et de réprimer. Donc il y a eu ce passage-là qui est aussi douloureux pour le parti qui a géré les années antérieures, les dernières, disons, 15 ans avant le départ de Dos Santos. Donc ça, c'est un point qui est certainement apaisé. João Lourenço a pu mettre sur place une justice beaucoup plus performante et qui a permis la saisie des biens qui ont été acquis avec l'argent de l'État et qui n'a pas été remboursé ou qui étaient carrément soustraits au coffre de l'État illégalement. Donc, il a pris des mesures qui ont paru au premier abord populaires, mais qui ont été un peu effacées par la crise économique, qui était
de plus en plus forte. En 2020, l'Angola avait un déficit très élevé, un PIB de moins 5,4. Évidemment, ça a bousculé un peu tous les programmes qui visaient à créer des emplois en grand nombre. Le corps de l'ancien président José Eduardo dos Santos a été rapatrié il y a quelques jours et sera enterré dimanche à Luanda, on l'a appris aujourd'hui. Le MPLA tente-t-il de tirer profit de l'image du défunt président ? Non, je crois que n'en a pas vraiment l'intérêt, mais il y a un point sur lequel, une fois de plus, les médias internationaux ont complètement négligé de soulever, qui est l'histoire de l'Angola face à une agression sud-africaine qui a duré pas moins que 13 ans. Et c'était une agression d'une portée unique dans l'histoire de l'Afrique et qui passe actuellement comme étant un petit appui à l'UNITA pendant la guerre civile. Et il se trouve que Dos Santos, qui a pris la relève après la mort d'Agostinho Neto, a tenu bon, disons, a défendu le pays, mais a aussi défendu le principe que les pays voisins, dont la Namibie et l'Afrique du Sud, avaient le droit de se libérer à la fois de l'occupation illégale sud-africaine et du régime raciste. Donc cela a été une vérité, était un fait qui était le fruit d'une victoire militaire dont on ne parle jamais. Mais c'est les accords de New York de 1988, ils sont bien les accords qui scellent une défaite sud-africaine, qui accepte donc de se retirer aussi bien de la Namibie que de changer la situation dans son propre pays. Donc c'est une victoire qui n'apparaît nulle part. Et à ce point de vue, Dos Santos reste une figure importante. Ce qui s'est passé par la suite, c'est autre chose. Il a cédé à des pressions diverses et a favorisé une élite qui n'a pas hésité à brader les biens de l'État. L'opposition et une partie de l'opinion publique en Angola s'interrogent sur de possibles fraudes. Est-ce justifié ? Disons que selon cette institution espagnole qui a pris en charge l'organisation des élections sur le plan technique, sur le plan de la formation du personnel, il y a un nombre de gens incroyables qui a été impliqué dans cela. Les fraudes sont très difficiles. Mais ce qui est quand même étonnant dans toute cette affaire, c'est que les accusations sont faites régulièrement à la presse, mais la Commission nationale des élections n'a jamais rien reçu comme une notification d'une mauvaise procédure, d'un retard ou de n'importe quel autre. Donc tout ça se passe à ce niveau-là, c'est-à-dire on dit aux gens il y a le risque de fraude sans donner plus d'éléments, ni même à la commission électorale. Le seul problème, c'est le nombre de gens qui sont décédés et qui n'ont pas été enlevés de liste électorale. Effectivement, il y a un problème de transmission des services administratifs des morts qui pouvaient paraître dans les listes et la possibilité de toucher à ces listes assez vite pour que ce problème soit éliminé. Mais il n'est pas facile non plus de remplacer un mort, au moins qu'on prenne l'urne et on les mette quelque part en cachette, remplie de votes, des bulletins de vote de gens qui sont décédés. C'est difficile. Augusta Conquillia, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet des élections générales qui se déroulent aujourd'hui en Angola. Merci à vous.